Welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bonjour à tous et bienvenue chez Gridmatech. Gridmatech, si vous me rejoignez à l'instant, est une chaîne de challenge autodidacte. Et donc, j'ai décidé de me challenger à travers plusieurs projets qui ne sont pas des projets grand public et donc par conséquent qui sont des projets, en tout cas des sujets techniques. Et donc, l'un des premiers sujets sur lequel je me challenge, c'est d'apprendre les calculs Beton en autonomie. Ça partira dans un premier temps des notions générales et dans un second temps au calcul. Et donc, j'en suis à ma 20e semaine consécutive depuis que j'ai lancé ce challenge, qui se veut toujours aussi intéressant. Et voilà, donc je garde la discipline parce que ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de mental, beaucoup d'organisation, en plus de la vie professionnelle, voilà, que j'ai dans la journée. Donc, il faut quand même continuer à côté à faire grandir ce projet qui, je l'espère en tout cas, ira loin. J'espère qu'après ce premier sujet, d'autres pourront voir le jour. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, je tiens le cap, je ne lâche rien, même si c'est dur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler des mortiers et coulis des réparations. Alors, la question est de savoir pourquoi le béton se détériore. Ça, c'est la question, voilà, pour faire un peu le bilan fin, du travail de la semaine. Je me suis posé la question pourquoi le béton se détériore. Alors, avant que je parle de solutions, euh, il faut, en tout cas, j'ai essayé de comprendre d'où vient le problème. Je parle toujours conditionnel évidemment parce que je ne suis pas un expert du domaine, je l'ai déjà dit, donc voilà, c'est un apprentissage public. Voilà. Donc, pour comprendre d'où vient le problème, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le béton, c'est un matériau solide, mais qui n'est pas forcément éternel. Et donc, par conséquent, il peut se dégrader pour plein de raisons différentes. Alors, il paraît que l'une des premières raisons, c'est ce qu'on appelle la carbonatation. C'est-à-dire que, en résumé, on a le dioxyde de carbone euh, euh, présent dans l'air qui attaque progressivement le béton et donc réduit son pH. OK? Et du coup, le problème, c'est que c'est justement ce pH en fait, élevé au passage, qui empêche les armatures en acier de rouiller. Donc, une fois cette barrière naturelle disparue, la corrosion s'installe. Et du coup, quand l'acier gonfle en rouillant, il fait éclater le béton autour de lui. Donc voilà un peu pour, voilà, pour dans un premier temps,
voilà une des premières raisons. L'autre maintenant, on parle également de l'eau. Il paraît que l'eau est aussi, euh, en tout cas, l'eau peut également faire des dégâts, euh, quel que soit, en tout cas, qu'elle soit chargée en sel, en sulfate ou même qu'elle soit une eau pure. Donc, du coup, elle peut dissoudre certains composants du béton et augmenter sa porosité ou alors même déclencher des réactions chimiques. La porosité, j'en ai déjà parlé. Et donc cette eau peut donc déclencher les réactions, comme je le disais, les réactions chimiques internes qui provoquent les fissurations. Et par ailleurs, il y a des causes purement physiques, notamment les chocs, les vibrations, l'usure, les cycles de gel et de dégel, on en a parlé, ou encore des variations thermiques assez importantes. Et évidemment, sans oublier les phénomènes propres au béton lui-même, comme notamment le retrait ou les réactions entre les constituants. Le retrait aussi, j'en ai déjà parlé. Et donc tout ça est souvent aggravé par les sels de déverglaçage, qu'on appelle ça comme ça, euh, utilisés en hiver sur les routes, par exemple. Alors, donc ça, c'était ce que je pouvais dire un petit peu sur les raisons qui peuvent amener le béton à fissurer, ou en tout cas à se détériorer. Quand est-ce qu'on répare exactement le béton? Euh, Tous ces désordres qu'on a observés plus haut ne nécessitent pas forcément une intervention. Ok, donc toutes ces dégradations que j'ai énoncées tout à l'heure, voilà, ne sont pas forcément sujets à, à une intervention. Certains n'ont aucun impact réel sur la durée de vie de l'ouvrage. En revanche, quand la dégradation menace la protection des armatures ou même l'intégrité de la structure, là, à ce moment, il faut agir. Mais il y a un point qu'il faut noter, en tout cas, il paraît, une fois de plus, euh, tout ce qu'on a dit là, en fait, euh, il s'agit uniquement des réparations de surface. Voilà. Si c'est la stabilité globale qui est en jeu, évidemment, on l'a dit, on bascule sur des travaux de renforcement structurel. Et ça, c'est un autre sujet. Alors maintenant, on va parler de la reconstitution, en tout cas, comment reconstituer le béton de surface. Euh, il paraît que la première technique, c'est le reprofilage, ce qu'ils ont appelé le reprofilage. Alors, il s'agit de quoi? En fait, on intervient sur des zones précises, sur des épaisseurs euh, allant de quelques millimètres à environ 5 centimètres. C'est typiquement ce qu'on fait pour réparer, par exemple, un coin qui s'est abîmé, un coin cassé, reconstituer l'enrobage autour d'une armature exposée, ou alors rattraper un défaut sous un appui de balcon, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le reprofilage, c'est le terme utilisé. Alors ici, le but, c'est autant esthétique que technique. Donc, c'est-à-dire que on redonne à l'ouvrage sa protection mécanique et son aspect d'origine. Et donc, par conséquent, pour ça, on utilise des mortiers spécifiques, soit à base de ciment, bien dosé évidemment. Le dosage du ciment, j'en ai déjà parlé. Du ciment bien dosé, souvent enrichi en adjuvant, en résine ou en fibre pour améliorer l'accroche et limiter la porosité. Ou alors, on le fait d'abord, soit à base de ciment, soit à base de résine synthétique, qu'on appelle époxyde, polyuréthane ou polyester, qui sont généralement vendus, il paraît, prêts à l'emploi et réservés aux petites surfaces. Voilà. Et du coup, pour la méthode d'application, avant d'appliquer quoi que ce soit, la préparation du support est absolument primordiale. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. La préparation de la surface voilà, qui va être utilisée.
Donc, la préparation du support est absolument importante. On enlève d'abord tout ce qui est décollé ou friable. On dégage les armatures corrodées, on les nettoie par sablage ou grenaillage. Et si l'environnement est agressif, on leur applique un traitement anti-corrosion à base de zinc. Et puis ensuite seulement, on reconstitue l'enrobage avec le mortier adapté. Du coup, l'application se fait à la main, avec ou sans coffrage, voilà, ou par projection. Ça aussi, j'en ai parlé. Il y avait les deux méthodes d'application. Il y avait la projection mécanique, il y avait le côté manuel où il fallait passer plusieurs couches. J'en ai déjà parlé. Et dans la projection par voie sèche aussi est particulièrement efficace car le matériau est envoyé à très grande vitesse sur le support, ce qui donne un excellent adhérent, en tout cas une excellente adhérence et une faible porosité. Donc c'est ce que tout à l'heure je disais, la projection mécanique. Voilà, donc quand on projette de façon mécanique, ça se fait à très grande vitesse. On en a déjà parlé. Puis après, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Donc du coup, le deuxième grand type d'intervention, euh, il s'agit du traitement de fissures. Et là encore, tout dépend de leur largeur. Une micro-fissure très fine, moins d'un dixième de millimètre, ne justifie pas forcément une intervention. Par contre, à partir de, allez, il paraît entre 0,2 à 0,3 mm, on commence à envisager une injection de produits de réparation. Alors, le choix du produit dépend de l'ouverture de la fissure. Voilà. Du coup, pour les très larges, c'est-à-dire au-delà d'un centimètre, on injecte un mortier fluide. Entre 1 et 10 mm, on utilise les coulis de ciment, parfois enrichis en résine. Et donc, et pour les fissures moyennes entre 0,5 et 5 mm, on se retourne vers des résines qu'on appelle résines époxydes. Enfin, pour les plus fines, en dessous de 0,5 mm, on utilise des produits très pénétrants comme les minéralisateurs ou alors certaines résines bicomposantes. Ce qui est important à retenir, c'est que ces traitements sont valables uniquement pour les fissures stabilisées, c'est-à-dire qui ne bougent plus. Voilà. Maintenant, pour finir un peu, pour résumer tout ça, il paraît que avant d'injecter quoi que ce soit, on prépare soigneusement la fissure. Brossage, dépoussiérage, nettoyage, c'est ce qu'on disait. Du coup, l'injection se fait soit par gravité, soit sous pression, à l'aide d'injecteurs régulièrement espacés le long de la fissure. Voilà. Voilà un petit peu en résumé ce que je pouvais dire, le petit bilan que je me suis fait pour, voilà, pour parler un petit peu de ce sujet. Voilà. Donc, voilà, comme je le disais, voilà, une fois de plus, j'ai fait une voix off parce que voilà, le face caméra demande un petit peu plus d'organisation et de temps, ce que je n'ai pas non plus aujourd'hui, en tout cas ce week-end. Et donc voilà, donc malgré tout, je continue le travail, quelles que soient les conditions, on continue à travailler, on baisse pas les bras évidemment. On garde la discipline comme d'habitude. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine. Voilà, merci de continuer à me suivre. C'est une aventure d'abord humaine avant tout. Et voilà, on va petit à petit bientôt arriver au calcul. Il y a encore un peu de travail au niveau des notions générales. Mais voilà, on s'achemine tout doucement vers les calculs. Merci de m'avoir écouté. Merci de, voilà, de votre patience. Je vous souhaite bonne fin de week-end et à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.